Bonjour et bienvenue dans la formation Égalité femmes-hommes, une ambition commune, proposée par l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Cette formation est divisée donc en 12 volumes, organisée en 3 parties. Nous sommes dans la partie 3, décliner l'approche genre sur les enjeux clés. Et nous arrivons dans dans le 10e module, agir contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je suis Cécile Dublanche de Essie Demain et je suis experte en intégration de l'égalité femmes-hommes dans les politiques locales. Ce module a deux objectifs, à la fois connaître et comprendre les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles et savoir comment agir et lutter contre les violences. Au programme, nous allons voir les formes de violence, les différentes formes de violence, travailler sur les causes et les conséquences, voir quels sont les engagements internationaux et nationaux, et des bonnes pratiques. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, par justement les éléments clés qu'il faut retenir, et puis des témoignages, et on aura le plaisir de vous entendre. La première partie, donc, les formes de violence faites aux femmes et aux filles. On va parler d'abord des violences sexuelles, et sexistes et sexuelles, avec les 5 grandes catégories. Les violences sexuelles qui sont toute forme d'agression physique à caractère sexuel ou tout rapport non consenti comme le viol. Les violences physiques qui sont les douleurs causées par les coups et blessures, des étranglements, des brûlures, des tirs par arme à feu. Les violences psychologiques qui, elles, sont causées par le harcèlement, qu'il soit verbal, sexuel ou de rue, le cyberharcèlement qui prend beaucoup de place aussi maintenant, qui augmente beaucoup, les insultes et les humiliations, causent donc de graves blessures émotionnelles. Ensuite, les violences sociales et économiques, qui sont l'empêchement des filles et des femmes d'accéder à l'éducation, à un service de santé, un emploi rémunéré, à leur émancipation, et les violences liées à des pratiques traditionnelles néfastes. Claudie en parlait dans le module 9 sur les mutilations génitales, les mariages forcés des très jeunes filles. Alors, toutes ces violences-là, en fait, se constituent ce qu'on appelle aussi la violence basée sur le genre. Les violences basées sur le genre est définie par les Nations Unies comme tout acte violent perpétré sur la base de différences de genre socialement attribuées, donc pour les filles, les femmes et les personnes LGBTQIA+, et elles sont entretenues par les stéréotypes sexistes. Les violences, vous le savez, les victimes sont majoritairement des femmes et des filles, les auteurs principalement des hommes, mais nous ne devons pas oublier que des garçons et des hommes sont aussi victimes de violences sexuelles causées en grande partie par d'autres hommes. Et ces violences peuvent être en raison de leur identité de genre, qui ne correspondrait pas aux standards de la masculinité toxique. Mais toutes ces violences sont intrinsèquement liées. Donc, on va quand même parler de circonstances aggravantes sur les violences faites aux femmes, euh, avec la question du continuum des violences. En fait, cette question des violences va se retrouver à tout moment pour toutes les filles et les femmes, que ce soit dans leur vie à la maison, au foyer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans l'espace public et dans les médias, les politiques et les médias. Ça veut dire qu'à tout moment dans leur vie, elles vont pouvoir être victimes de la petite enfance jusqu'à l'âge plus avancé de différents hommes violents, et ça va cumuler les effets sur ces femmes. Il y a aussi des situations de vulnérabilité aggravantes quand on va prendre des catégories des femmes qui sont précarisées ou qui sont en situation de handicap, qui sont victimes de conflits armés ou de migrations ou de traite d'humains, qui sont déplacées par les changements climatiques ou qui peuvent être des minorités de genre. Et donc là aussi, ces vulnérabilités vont aggraver le continuum des violences. Alors, on va continuer quelques chiffres. Près d'une femme sur 3 subit des violences sexuelles et physiques, au moins une fois dans sa vie. Euh, pardon. Il y a un viol qui est commis toutes les 7 minutes, ça veut dire qu'il y en a 3 le temps de mon intervention, et toutes les 10 minutes, il y a une femme qui va être victime de féminicide, ça veut dire qu'il y en a il y en aura 2 pendant mon intervention. Il y a d'autres circonstances aussi aggravantes, donc une femme sur 10 qui est en situation de pauvreté extrême, qui va vivre avec au moins 2,5 $ par jour. Elles sont le plus souvent en plus en charge de nourrir leur famille. Il y a 229
220, non, pardon, 129 millions de filles et de jeunes femmes non scolarisées. Ça veut dire qu'il y en a plus de 6 millions depuis 2021, en comptant aussi bien sûr l'Afghanistan. Et puis 230 millions de filles de 15 à 49 ans qui ont été victimes de mutilations génitales, en hausse de 15% depuis 8 ans. Alors, surtout en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Mais on va signaler aussi que dans certains pays, il y a vraiment un travail d'éradication de cette coutume, au Niger, puisqu'il n'y a plus que 2%, ou au Cameroun, 1%. Et en fait, il y a aussi les violences gynécologiques. Tout à l'heure, Claudie en parlait. Au Burkina Faso, il y a 39% de patientes qui rapportent avoir subi des violences pendant les soins gynécologiques, que ce soit des gifles, des insultes ou plus. Donc, cette violence envers les femmes et les filles est un vrai problème de santé publique mondiale. Il se répand dans toutes les sociétés, toutes les cultures et toutes les couches sociales. Donc, on va essayer de comprendre maintenant quelles sont les causes à ces violences. Elles ne sont pas un acte isolé, vous le savez, c'est vraiment l'expression d'une domination historique et mondiale. Elles résultent de la conception inégalitaire des rapports entre les hommes et les femmes, produite par la forme la plus extrême du patriarcat. Le patriarcat qui structure les sociétés pour imposer et maintenir la domination masculine dans tous les aspects de la vie sociale, privée et publique, sous des modalités à des niveaux qui peuvent évoluer selon les pays et les époques. Et ces inégalités sont maintenues à travers les institutions, la politique, les traditions et les normes sociales, largement entretenues par le sexisme et l'historique de genre, qu'ils soient reproduits de manière délibérée ou non. Et donc, on vous signale sur l'analyse de la domination masculine en Afrique, le podcast qui est très complet, qui s'appelle Bas les pattes, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est d'une journaliste Kepenai Traoré. Et le lien sera remis dans le dossier ressources. Et vraiment, il y a tout un. Voilà, c'est très bien expliqué et tout est très détaillé. Euh, Maintenant, je voudrais parler des conséquences directes pour les victimes. Elles sont très importantes, puisqu'il y a quand même d'abord les conséquences sur le plan social qui entraînent l'isolement, la stigmatisation, la rupture des liens familiaux et amicaux et les ruptures des liens communautaires. C'est toute la perte du capital social. Il y a un impact sur le plan de la santé, le plan de la santé physique, puisque les victimes vont avoir besoin de soins médicaux pour les blessures, voire les handicaps qui ont été causés par des actes violents, des problèmes de santé chronique. Sur le plan de la santé mentale, les victimes peuvent souffrir de psychotraumatismes, de perte de confiance et d'estime d'elles. Il y a des risques de suicide qui est réel et ces suicides ne sont pas comptés dans les féminicides. Enfin, sur le plan économique, les violences vont limiter les opportunités éducatives. Les victimes peuvent perdre leur emploi, leur logement, faire face à des coûts élevés de soins de santé, de déménagement, de réparation de ce qui a été cassé lors des scènes de violence. Et elles peuvent donc devenir économiquement dépendantes et sombrer dans la pauvreté. Et ces conséquences de violence vont être d'autant plus graves lorsqu'il y a des enfants qui sont également victimes ou témoins des violences intrafamiliales et qui subissent un impact durable sur leur développement et leur bien-être. Alors, on va voir maintenant quels sont les coûts pour la société. Il y a un coût sur la croissance économique et sur toute la société en définitive. Donc, il y a d'abord des coûts publics directs qui vont être sur le système de santé, sur la justice, la sécurité, les soutiens psychosocial, avec tous les coûts des services d'aide aux victimes, de logement d'urgence, d'aide financière, de moyens pour la réinsertion sociale, la parentalité ou le financement d'associations spécialisées, et des coûts indirects qui sont comme la déscolarisation des jeunes enfants, les pertes de productivité et de compétences au niveau des entreprises ou des services publics, et la dégradation du tissu social avec l'isolement des personnes et les fractures sociales et familiales qui sont à noter. Alors, en estimation, il y a pour l'Union européenne, il y a eu l'estimation d'un coût de 366 milliards d'euros par an pour les violences faites aux femmes, 289 exactement pour les violences faites aux femmes et 77 milliards sur les questions de la cyberviolence. Et puis, on a regardé aussi, par exemple, au Maroc, il y a eu une estimation de l'équivalent de 285 millions d'euros.
Donc, on se rend compte que quand même, comme quand il y a 1 euro investi, il y a 87 euros d'économie sur le coût global. Et donc, il y a quand même de quoi réagir fermement. On va maintenant voir la question des engagements internationaux et puis les engagements nationaux. Alors, depuis 45 ans, les instances internationales condamnent les violences faites aux femmes comme de graves atteintes aux droits humains, considérant qu'elles sont en plus des obstacles à la réalisation des objectifs mondiaux d'égalité, de développement et de paix. Donc, je reviens forcément sur des conventions dont on a déjà parlé dans différents modules, à la fois la convention de 1979, qui est vraiment le démarrage de ces luttes contre les discriminations à l'égard des femmes, la déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes de l'ONU et qui permet de définir les violences, et puis la quatrième conférence de Pékin qui va là préciser les différentes formes de violence et la nécessité d'agir en transversalité pour avoir des résultats. Et toujours, depuis 2015, les ODD, en particulier l'ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mais aussi tous les autres ODD qui concourent à cette question d'égalité et de lutte contre les violences. La question du 1 pour la pauvreté, le 3 sur la santé et bien-être, on a vu tout à l'heure, le 4 sur l'éducation, le 8 sur le travail, le 10 sur les inégalités, le 16 sur la paix et le 17 sur les partenariats. Et tout ça, on voit que ça contribue vraiment à la question de la durabilité de la société et tout est lié. Pour l'Afrique, il y a quelques conventions régionales, avec en 2023 la convention de Maputo pour les droits des femmes. En ce moment en cours, il y a la stratégie de l'Union africaine pour l'égalité femmes-hommes pour 2019 à 2028. Et une bonne nouvelle en 2025, puisqu'il y a eu cette convention, la signature de la convention, de l'adoption, pardon, par l'Union africaine de l'élimination de la violence à l'égard des filles et des femmes. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cette année. En Europe, on citera la Convention d'Istanbul, qui date de 2011, où le Conseil de l'Europe a vraiment travaillé pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Elle a été ratifiée par la France en 2014, par l'Union européenne en 2023, mais malheureusement, en 2021, la Turquie s'est dissociée de cette convention. Puis on va rappeler que l'ONU, en 2024, a précisé les 10 accélérateurs de l'égalité et la fin des violences faites aux femmes et aux filles est le 8e accélérateur. Donc, c'est un point vraiment très, très important. Des pays aussi prennent la mesure de leur rôle pour pouvoir agir contre les violences. Et on va parler de l'Espagne, qui est vraiment une source d'espoir, puisque c'est vraiment un pays qui, dès 2004, a pris une loi de protection intégrale contre les violences. C'était adopté en une large majorité suite à une très large mobilisation citoyenne. Alors, c'est vraiment une mesure qui a été assez exceptionnelle dans le monde. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose d'aussi fort et qui ait autant de résultats, puisque en 20 ans, il y a vraiment eu une diminution de moitié des féminicides. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, à la fois sur le plan de la méthode, à la fois de prévention, protection renforcée des victimes et tolérance zéro pour les agresseurs, avec des fortes peines, de coordination des institutions et des moyens de formation. Et même en 2017, il y a eu un vote pour avoir 1 milliard d'euros par an pendant 5 ans. Et ça veut dire qu'il y a un investissement de 16 euros par habitant. Et en tout cas, ça a mis du temps, 20 ans, mais on voit que c'est possible et c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, dans les pays francophones en Afrique, plusieurs pays ont mis en place aussi des lois pour lutter contre les violences faites au genre. Donc, on en a cité quelques-unes. On a vu que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, comme les autres, visent les violences de genre, mais ciblent aussi les agresseurs de manière expressive. Le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, elle a marqué une attention plus particulière au contexte des conflits armés. Et donc, on va citer aussi le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. Alors, toutes ces lois affirment un engagement à aborder sur les violences basées sur le genre, mais les mises en œuvre et l'efficacité peuvent être différentes. On a vu pour l'Espagne qu'il faut quand même aussi beaucoup de moyens et beaucoup de temps pour avoir des résultats, mais on espère que toutes ces mesures vont pouvoir avoir des résultats et peut-être vous nous en parlerez pendant les témoignages tout à l'heure.
On va passer maintenant aux bonnes pratiques. Il y a, pour parler de bonnes pratiques, on va faire d'abord un point de méthode pour avoir une bonne politique locale basée sur le genre. Il y a 3 étapes. Vous avez l'habitude, hein, je crois, de ces 3 étapes de méthode, mais là, c'est plus spécifiquement sur la question des violences. On va commencer par le diagnostic local partagé. Mais en tout cas, toute cette méthode, elle ne peut fonctionner que si les élus portent la démarche et s'impliquent politiquement. Et je crois que les projets qui seront présentés ou ceux qui ont été présentés tout à l'heure ont pu voir le jour parce qu'il y a eu des élus qui les ont portés tout au long. C'est une condition de légitimité et d'embarquer un peu toutes les parties prenantes pour pouvoir aller dans le même sens. Donc, dans ce diagnostic local, il s'agira de partager avec les partenaires publics, les associations, les femmes concernées pour estimer l'ampleur des violences. Ça voudrait dire, par exemple, de cartographier les structures d'aide et leur faire remplir un questionnaire pour savoir quelles sont leurs offres, leurs besoins, et puis voir un peu ce qui est complémentaire, ce qui est différent ou ce qui manque. Organiser des focus groups pour avoir le recueil de parole des victimes et leurs besoins. Créer un observatoire local des violences avec des données existantes, même si elles sont souvent sous-estimées, ces violences, c'est important de partir des données qui peuvent être collectées. Et ce diagnostic va permettre d'évaluer l'adéquation entre l'offre de prise en charge et des besoins des victimes et définir une stratégie et des priorités. Sur cette stratégie, il y a à la fois des actions de prévention qui sont bien sûr importantes pour démarrer, avec des campagnes de sensibilisation sur l'égalité des genres pour le grand public. Il peut y en avoir ciblées sur les garçons et les hommes avec la promotion de la masculinité positive, la formation des personnels de santé, d'éducation, de services sociaux, la formation à l'éducation sexuelle, vous en avez parlé tout à l'heure, avec l'éducation au respect mutuel, au consentement, à l'égalité des sexes dès le plus jeune âge et de manière graduée en fonction des âges, l'organisation de journées d'études ou d'événements culturels et cette question de production des données, d'études de recherche pour pouvoir avoir un diagnostic qui soit toujours complété. En deuxième temps, c'est vraiment la coordination de tout ce qui est les réponses apportées à la fois aux victimes et aux violences. Les victimes, pardon, toutes les réponses qui sont accordées pour les victimes et pour les auteurs de violences basées sur le genre. Ça va être par exemple de coordonner tout ce qui est autour de l'accueil des victimes. Il y a les centres d'accueil, des lignes d'assistance téléphonique, ça peut être des recueils de récits et des besoins, des conseils, ou de l'orientation rapide vers une prise en charge des médicales et psychologiques, l'hébergement d'urgence, l'accès aux droits et aux services d'aide, l'accès aux services sociaux avec des aides financières d'urgence et l'accès à des opportunités d'emploi, de formation, la prise en charge des auteurs et des autrices de violences, ça passe par des groupes de parole, ou le soutien à l'action humanitaire internationale. Et en mesure d'atténuation, c'est vraiment la vérification de la prise en charge des violences basées sur les genres dans les procédures des collectivités. Par exemple, c'est réfléchir à l'impact des investissements sur les violences basées sur le genre, comme dans les espaces publics, et ça sera l'objet du module 11, ou introduire une éga-conditionnalité dans les subventions et les marchés publics, ou de renforcer les partenariats avec la société civile et les associations. Et troisième point, comme toujours sur ces méthodes, c'est suivre et évaluer la stratégie pour se fixer à la fois des critères et des outils d'évaluation en amont, pour prévoir des moyens et du temps, des ressources humaines pour pouvoir évaluer et communiquer tout au long du projet sur les résultats, et puis ajuster la stratégie au vu des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la stratégie, il peut y avoir une combinaison des 3 mesures de prévention, prise en charge et atténuation. Et puis, ça se retrouvera dans la manière de suivre et évaluer la stratégie. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir des actions concrètes qui ont été menées dans vos pays. Et puis, on a déjà parlé du Togo tout à l'heure. C'était important de signaler, alors à ce stade-là, le Centre de promotion féminine et d'égalité femmes-hommes avec l'inauguration à Takpamé en 2023. J'espère que tout à l'heure, vous pourrez nous en dire plus sur ce centre de promotion féminine qui est un équipement pilote de lutte contre les violences faites aux femmes
pour sensibiliser, renforcer les capacités des acteurs locaux sur l'égalité du genre, améliorer l'offre de services des structures d'accueil des filles et des femmes victimes de violences et de maltraitance. Et on va signaler aussi à Madagascar, donc à Antananarivo, le premier centre d'écoute et de santé intégré qui a été créé en 2002 grâce à tout un partenariat multi-acteurs qui a pu faire aboutir cette création. Et puis, vraiment une campagne de sensibilisation, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite, une campagne de sensibilisation hors les murs pour pouvoir promouvoir ces questions auprès de tous les publics. Alors, en France, il y a le déploiement de maisons des femmes dans chaque département. C'est un peu à la manière de ces maisons intégrées contre les violences faites aux femmes. Et ce qui est intéressant, là, c'est de se dire qu'il y a eu une première initiative locale dans la Maison des femmes de Saint-Denis. Et là, aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'il y aurait 100 maisons des femmes, une dans chaque département, et donc peut-être plusieurs dans certains départements. Et donc, c'est l'intérêt de voir qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se diffuser plus largement. Là, on voudra vous parler aussi à Genève. Alors, c'est un centre justement d'abord numérique et puis après physique, mais où il y a toutes les informations nécessaires pour l'aide psychologique, juridique, matérielle et sociale pour les victimes qui ont subi une atteinte directe à leur intégration physique, sexuelle ou psychique du fait d'une infraction. Et il y a un accompagnement gratuit et confidentiel avec une plateforme de soutien, d'information et d'orientation très accessible à la fois pour toutes les personnes victimes et de leurs proches. Enfin, on voudrait parler de Strasbourg qui a reçu les assises européennes de lutte contre les violences en novembre 2024 pour parler justement de leur expérimentation sur les budgets sensibles au genre, sur les violences faites aux femmes. Il y avait eu un module sur les violences, sur les budgets sensibles au genre dans le module 4, vous pourrez vous y reporter. Et là, c'est pour montrer comment il y a des outils nouveaux avec une capacité nouvelle et très efficace de répondre aux violences faites aux femmes. C'est à la fois une réponse aux inégalités, mais aussi un moyen de réduire les coûts socio-économiques des violences de genre. Et on a vu combien ils étaient importants. Et du coup, il y a vraiment matière à pouvoir financer des mesures si on peut arriver à réduire ces différents coûts. Je parlerai rapidement de deux actions un peu plus, comment dire, un peu plus ciblées, moins globales comme celle dont on vient de parler jusqu'à maintenant, à la fois à Paris avec la féminisation, de la police municipale et des formations systématiques pour les violences sexistes et sexuelles. Et de la même manière, on voudrait vous parler du violentomètre. Je ne sais pas si c'est un outil que vous utilisez aussi. C'est un outil qui a été imaginé par une ville et qui est repris par d'autres villes et d'autres organisations pour essayer d'estimer l'état de consentement dans les relations. Avec en vert, bien sûr, c'est le consentement qui est accordé. Et en rouge, il y a vraiment les violences qui arrivent de manière graduée. Ça permet d'en prendre conscience. C'est un outil qui est très diffusé, en France en tout cas, et qui est intéressant parce qu'il a été décliné de plein de manières, à la fois au travail, dans le domaine des sports, à l'université sur la relation étudiant-professeur, à l'hôpital ou sur les violences gynécologiques. Et il y a même un violentomètre qui a été inversé comme outil de prise de conscience des auteurs sur les violences faites sur les conjoints. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant de vous le signaler parce que c'est quelque chose qui peut être approprié et reproduit et réutilisé pour être adapté au niveau local. Alors maintenant, on va arriver à ce qu'il faut retenir pour les violences faites aux femmes. D'une part, c'est quand même un phénomène d'une ampleur mondiale considérable. Ça prend des formes multiples et interconnectées. C'est pour ça qu'on parlait du continuum des violences. Les causes sont structurelles avec les inégalités par la domination masculine. Les conséquences sont très graves pour les victimes et toute la société, et on peut dire le monde entier. Et donc, il est vraiment nécessaire qu'il y ait une transformation possible par l'action locale intégrée. Et c'est vraiment le temps de l'appel à l'action pour encourager l'engagement à la fois individuel et collectif pour mettre fin aux violences.
je suis Madame Jalombi Sayabé, la première adjointe au maire de la commune de Thone 1. Thone 1, c'est l'extrême nord du Togo. Alors, je voudrais intervenir par rapport au VBG pour dire que je suis le point focal du projet Égalité femmes et hommes. Et dans un premier temps, je voudrais très sincèrement remercier le gouvernement qui a pris en compte la femme togolaise que nous sommes. Le gouvernement a pensé à nous et nous a donné l'opportunité de s'exprimer. Et c'est dans ce sens que, franchement, depuis la naissance de ce projet, moi, personnellement, j'ai travaillé avec les ONG, en l'occurrence l'ONG CDD, où nous avons visité des établissements et on a les taux de grossesse en milieu scolaire dans la région des Savanes qui s'élèvent à plus de 254. Donc, ce projet nous a permis de faire un très bon travail. Nous avons pu sensibiliser et sur les VBG, nous sommes allés aussi dans nos hôpitaux, les dispensaires, pour sensibiliser les femmes en état de grossesse qui perdent leur vie. Il y en a qui vont jusqu'à perdre leur vie. Et après ça, nous avons aussi organisé la rencontre avec les hommes, puisque quand on parle de la femme, on doit parler de l'homme. Merci beaucoup. Je crois que, comme vous l'avez su dit, au niveau du Togo, nous avons eu une initiative. Et cette initiative, c'est l'arrivée du projet Centre de promotion féminine dans la commune Ogu 1 et égalité femmes-hommes dans la commune du Togo. Moi, d'emblée, j'allais dire que c'est vraiment un projet innovant parce que c'est pour la première fois que nous avons vu les municipalités au devant de la thématique. Par le passé, quand on parle de violence basée sur le genre, l'éducation familiale, souvent c'est des structures, des ONG, c'est la santé, c'est le ministère de l'Action sociale, mais cette fois-ci, avec ces projets, nous avons vu les municipalités au devant de la scène. Et il faut dire qu'au niveau de la fête de la commune de Togo, comme le projet précédent, nous avons identifié 5 communes pilotes dans lesquelles nous avons travaillé, mais parmi les 5 communes pilotes, il y a Ogu 1, la ville d'Atapamé, qui a été la ville où nous avons eu des actions concrètes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation ciblée parce que nous avons catégorisé les cibles avec qui nous avons sensibilisé. Et j'avoue que sur ce projet, nous avons aussi eu à identifier les personnes vivant avec le handicap que nous venons de faire tout récemment dans une ville au nord. Donc, il faut dire que clairement, les objectifs que nous avons assignés sont atteints et les actions, je crois que nous avons des retours. Maintenant, le point culminant de ce projet, c'est la mise en place d'un centre au niveau de la ville d'Atapamé. Et c'est un centre intégré qui prend en compte tout ce qui est lié à la prise en charge, à l'alphabétisation et les activités gratuites du revenu au niveau du centre. Donc, il faut dire qu'à l'inauguration du centre en décembre passé, ça a vraiment fait écho. Aujourd'hui, au niveau de la Fédération de Communes, nous avons des retours et les gens voudraient, les communes voudraient aussi qu'ils aient vraiment un centre similaire pour lutter véritablement contre les VBG dans leur commune. Maintenant, ce qui est intéressant, durant ce projet, ce que nous avons eu comme difficulté, c'est la dénonciation. Les administrations passées, les maires sont au devant, ils ont sensibilisé sur les antennes, les spots, mais c'est que nous avons senti encore qu'au niveau des communautés, il y a des réticences pour que les gens puissent aller vers la dénonciation. Maintenant, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et l'autre aspect qui manquait, c'était
la prise en charge. C'est vrai qu'on sensibilisait maintenant. Quand il y a ces cas de violence sur le genre, où est-ce qu'il faut mettre les gens pour vraiment avoir une prise en charge adéquate? Et c'est là vient maintenant le centre qui a été inauguré tout récemment, en présence même de Madame la ministre, qui est maire de la commune au Gouin, le gouverneur, et pas mal de partenaires avec Monsieur Vallier qui est là, de l'IMF. Donc, il faut dire que déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que les centres soient opérationnels, mais déjà, l'inauguration, ça fait écho. Et les gens savent déjà qu'il y a un endroit qui a été créé dans une commune où il y a ces cas de violence, les gens peuvent se référer. Et ça a été vraiment une initiative louable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que d'ici, avant la fin de ce mois, qu'on ait des outils adéquats pour que les centres puissent être opérationnels. Et en ce moment, tout va se dérouler comme ça se doit. Donc, je crois que c'est une initiative vraiment louable. Et aujourd'hui, quand on parle de violence chez les gens, tout le monde pense déjà aux communes. Et c'est vraiment une innovation au niveau du Togo. Nous avons déjà organisé une visite des autres communes qui sont arrivées tout récemment à Obu 1. Ils sont venus voir le centre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peine quand même à opération, mais nous avons travaillé pour qu'on ait vraiment les acteurs impliqués pour que le centre puisse être opérationnel. Mais déjà, les autres communes sont venues voir déjà le centre, ils ont fait une visite pour voir à peu près comment ça va se fonctionner. Maintenant, nous-mêmes, c'est de voir vraiment, comme c'est vraiment un projet pilote, comment cette expérience pouvait faire cas d'école dans toutes les autres communes du Togo, parce que ça a été vraiment des doléances des communes. Ah, pourquoi pas chez nous, parce que la violence n'est pas en un seul endroit, mais nous sommes en train de travailler, même si demain, on n'a pas un autre centre de prise en charge, qu'on ait vraiment une autre structure qui puisse quand même lutter contre les violences basées sur le genre au niveau des territoires. Par le passé, quand on parle de cette thématique, on voit déjà les ONG, c'est l'État, mais cette fois-ci, c'est les municipalités qui sont au devant. Et ce qui est intéressant pour la ville qui accueille ce centre, c'est que Madame le maire qui est là, elle est actuellement ministre, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible sur ces questions. Donc, ça fait que quand elle a pris vraiment au devant, je crois que ça a pris. Et aujourd'hui, c'est comment travailler pour que cette approche puisse être vraiment mise à l'échelle dans toutes les communes. Et nous sommes en train de travailler, c'est le lourd de la fêtière. Nous avons capitalisé ce qui a été fait dans la commune au bout 1 et il faut le diffuser sur l'ensemble du territoire pour que les gens puissent être édifiés. Et il faut dire qu'avant que même notre projet ne commence, nous sommes partis d'un diagnostic local pour la prise de décision municipale. Et c'est ce qui a conduit à avoir vraiment des besoins non satisfaits, la cartographie des acteurs. Et ça nous a permis même de voir qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place pour lutter véritablement contre ces violences basées sur les gens. Et c'est ce qui est vraiment actuellement en train d'être fait. Et nous souhaitons vivement que le centre puisse vraiment être opérationnel dans quelques semaines pour que les femmes puissent vraiment se retrouver un lieu de référence pour vraiment s'exprimer. Bonjour, je voudrais juste ajouter à ce que Monsieur Adam a dit, qui est en même temps le coordonnateur au niveau national de ce projet. Bon, il faut dire que par rapport à la question qui vient d'être soulevée, par rapport aux données, donc il y a eu un diagnostic qui a été réalisé sur ce projet pour mieux comprendre le phénomène. Donc, on a constaté qu'au-delà, voilà, au-delà des violences sur les questions sociales et tout, il y a également les violences au niveau économique. Donc, du coup, le centre prend en compte ces aspects-là pour voir comment accompagner les femmes à mieux structurer voilà, leur activité pour qu'elles soient vraiment autonomes sur le plan économique. Donc, sur ce projet également, ce qu'on a pu capitaliser, c'est par rapport à la collaboration avec des structures qui sont au niveau local. Donc, nous avons la TBF qui offre euh, qui fait des sensibilisations et également offre des services au niveau des hôpitaux et tout, et à l'endroit des jeunes et des filles. Et également, il y a une association jeune qui regroupe des, des élèves, voilà, qui font des sketchs
et des théâtres et tout pour mieux véhiculer les messages de sensibilisation lors des rencontres, lors des sensibilisations et tout. Donc, c'est ce que je voudrais euh, ajouter et que la commune est vraiment engagée et dégage chaque année une partie du budget spécifiquement lié à ça pour des actions de sensibilisation. Donc, ce que je voulais également ajouter, Madame le maire, qui est en même temps ministre de la communication, donc elle a aussi, elle est vraiment engagée dans ça et elle a organisé elle-même des femmes en groupement, voilà, qui sont, que ce soit dans les céréales, dans les fruits ou bien dans l'agriculture. Voilà, donc ces activités-là vont aller vers ces femmes-là. Et également, Atakpame est un carrefour, voilà, commercial où c'est là-bas on peut trouver tout genre de fruits et tout. Et on a vu que des saisons, par rapport aux saisons et tout, c'est un peu compliqué de conserver voilà, des fruits et tout. Donc, c'est comment accompagner également ces femmes-là par rapport à travers ce centre-là pour qu'elles puissent mieux développer certaines pratiques pour la conservation ou bien la transformation même de ces produits-là pour la commercialisation. Donc, ce sont ces aspects-là qui sont en train d'être intégrés à ce centre-là pour que le centre soit vraiment euh, dynamique et autonome. Et ce que je voudrais peut-être juste ajouter, en fait, j'ai pris l'autre volet des interventions par rapport au centre. Sinon, on n'a pas laissé les autres types de violences puisqu'on en parle plus sur ces aspects-là. Donc, j'ai voulu juste amener ce secteur de l'économie que va prendre également en compte le centre. Donc, c'est juste ça aussi. Et également par rapport à l'utilisation du numérique pour pouvoir, euh, prévenir ou éradiquer ces genres de problèmes, il faudrait également peut-être les choses en ligne, mais si ce sont des groupes WhatsApp, je pense que euh, ça peut également créer d'autres soucis, hein, puisque nous sommes dans des contextes également différents. Donc, il faudrait que les outils qu'on utilise également, qu'on puisse peut-être mieux les adapter pour que ça ne crée pas également d'autres voilà, soucis. Donc, c'était juste mon point de vue. Par exemple, l'alerte que la femme là, va donner pour que les autres femmes viennent peut-être entourer la maison, je pense que ça peut créer autre souci et les hommes peuvent se rebeller contre les femmes. Et ça va créer d'autres conflits. Bon, c'est ce que je suis en train de voir. Mais si on peut peut-être créer autre outil en impliquant les structures mieux adaptées, les forces de l'ordre, soit certains mécanismes où, quand il y a ces genres de violence, qu'à partir de son portable, qu'elle puisse directement alerter au niveau local les structures qui sont adaptées à gérer ces problèmes-là pour que ces structures-là puissent en même temps venir à l'aide, voilà, à celle qui est victime. Donc, bon, c'est quelque chose comme ça. Donc, ce sont juste des jeux d'acteurs. La commune de Ouagadougou n'a pas un centre d'accueil municipal pour accueillir les victimes de violences basées sur le genre. Mais ce que la commune fait annuellement, ou bien de façon ponctuelle selon les demandes des structures, ou bien selon ses capacités, c'est de soutenir les centres qui accueillent ces femmes. Le ministère a mis en place un centre d'accueil des victimes de VBG. C'est que la commune a accompagné ce centre en l'équipant avec du matériel électroménager, voilà, pour l'accompagner dans l'accueil de ces pensionnaires. En plus, annuellement, la commune soutient le centre de Louendé et les cours de solidarité de façon générale. Le centre de Louendé accueille les femmes accusées de sorcellerie.
Il y a en tout cas un bon nombre de femmes qui se trouvent dans le centre de Louindé accusées de sorcellerie. Ces femmes sont le plus souvent des veuves, en tout cas des femmes très vulnérables qui n'ont aucun soutien. Et généralement, elles sont accusées et ce centre-là les accueille. Donc, c'est vrai que la commune de Ouaga, étant la capitale, il y a beaucoup de centres d'accueil. Et pour le moment, ce que la commune fait, c'est d'essayer d'accompagner ces centres. Voilà. Mais bon, en écoutant les témoignages de la commune qui vient de témoigner, voilà, on pourra essayer et réfléchir dans quel cadre, à notre niveau, nous pourrons en tout cas créer un centre d'accueil pour les victimes basées sur le genre. Mais je voudrais qu'on réfléchisse mieux par rapport aux dénonciations que M. Adam a dit. Effectivement, je me dis que c'est un blocage par rapport aux violences basées sur le genre. Je trouve que c'est là où il y a problème, la dénonciation. Et la dénonciation, je me dis que c'est la cause même, c'est le poids de nos us et coutumes. Et je souhaiterais aussi qu'on amène nos réflexions au niveau de chaque commune parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Voir comment faire vraiment pour amener les familles à dénoncer, pour amener les femmes à dénoncer. S'il y a ce genre de trucs. Nous avons commencé quand même à travailler, à former, à sensibiliser, mais ce n'est pas encore ça. Donc, je crois qu'avec, c'est pour ça, et avec le centre au niveau d'Atakpamé, ça s'annonce déjà bien. Et j'ose croire que d'ici quelques années aussi, nous allons voir ces centres-là aussi dans chaque région, pourquoi pas dans chaque commune. Et avec toutes ces stratégies, nous allons pouvoir vraiment couper les barrières par rapport à la dénonciation. En tout cas, nous, dans notre commune, c'est quelque chose vraiment qui bloque les femmes. Tu vois au départ, après, tu vois celles qui dénoncent. Et quand nous mettons en place le système pour pouvoir appréhender, après, c'est la victime qui va retirer ses plaintes, tout ça là. Donc, c'est un sérieux problème auquel nous allons réfléchir et mieux apporter des solutions pour couper. J'ose croire aussi que là aussi, pour pouvoir aussi éviter ou bannir ces violences aussi, comme je ne sais pas qui avait intervenu, oui, il faut aussi amener les femmes, comme on l'a dit, à l'organisation financière. Je me dis qu'aujourd'hui, si ces femmes-là sont financièrement autonomes, je crois qu'il y aura moins de violence, bien qu'il y a certains hommes qui sont vraiment violents dans leur sang, mais quand même, il y aura un peu de respect. Donc, c'est pour ça aussi, ces associations, nous avons regroupé quelques groupes de femmes autour de l'alphabétisation et l'éducation non formelle et des jeunes déscolarisés aussi. Et on a introduit, au-delà de ces apprentissages, on a introduit un peu les AGR pour les amener, pour les occuper, pour les amener à trouver au moins un peu quelque chose pour apporter un appui dans leur famille. Je crois que ça aussi va amener le sourire et moins de violence au niveau de leur famille. En tout cas, c'est quelque chose comme ça aussi, je voulais ajouter par rapport à la commune de Cousin.